La Grenade est une toute petite île des Caraïbes. La population est d'environ 112 000 habitants. On est connu pour être un pays très paisible, très beau. La majeure partie du pays est exempte de toute criminalité. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de touristes viennent ici. On est sûrement l'une des îles les plus sûres des Caraïbes. On a grandi près de la plage avec le lagon qui se jette dans la mer. On a vécu une enfance passionnante. Tout le monde rêve de ça. Pourquoi on quitterait les Caraïbes? Le temps y est incroyable. C'est un mode de vie à part entière. La mentalité est particulière. Ce qui est très triste, c'est qu'il est acceptable d'être frappé par un homme. C'est de l'amour. On tolère qu'un homme batte sa femme et que le voisin qui assiste à ça ne prenne pas la peine d'appeler la police. C'est normal. J'ai grandi en voyant ma grand-mère et ma mère se faire battre par leur conjoint. Mon cousin a donc jugé nécessaire de m'emmener loin de la Grenade, en Angleterre, pour avoir une vie meilleure. Je m'appelle Kim Schmeglewski. Je suis née à la Grenade. J'ai déménagé au Royaume-Uni à tout juste 15 ans. Les Caribéens envoient facilement leurs enfants en Angleterre, aux États-Unis ou au Canada. Non pas pour s'en débarrasser, mais simplement pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Kim est heureuse au Royaume-Uni, mais sa famille à la Grenade lui manque. Surtout sa tante Linda et la fille de Linda, Nixiane, âgée de 4 ans. Depuis ma naissance, je vivais avec Linda et la mère de Linda, qui est ma grand-mère. Donc, on n'a jamais vraiment eu une relation de tante et nièce. On a grandi comme des sœurs. Je l'appelle Linda et pas tante Linda. Donc Nixiane était comme ma nièce. Nixiane et moi avons environ 10 ans d'écart. J'aime pas employer le mot cousine parce que je trouve qu'il crée une certaine distance. Quand je suis partie vivre en Angleterre, Nixiane vivait à la Grenade avec sa mère Linda. C'était une élève très brillante et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ma cousine en Angleterre voulait qu'elle nous rejoigne. Son potentiel allait mieux être exploité. Linda était d'accord pour qu'elle parte et qu'elle y démarre une nouvelle vie parce que je vivais déjà ici. Donc elle est venue en Angleterre. En 1998, Nixiane, 11 ans, parcourt les 7000 km qui séparent la Grenade de Londres pour retrouver Kim. On a grandi dans la même maison, donc j'étais à nouveau maman Kim. On vivait à Bermondsey. C'est un quartier très sympa. Elle n'a pas eu de mal à trouver ses marques, même si ce n'était qu'une enfant. Elle n'avait jamais vu de train, donc tout ça, c'était fascinant pour elle. Et elle s'est très bien adaptée au mode de vie anglais. Je m'appelle Deo Kato. J'ai rencontré Nixiane au lycée. Nixiane était une personne très dynamique. Elle aimait la vie et elle prenait toujours soin des autres. Elle était heureuse au Royaume-Uni. Elle avait des amis, mais elle avait aussi très envie de retourner chez elle. Sa mère lui manquait beaucoup. Et elle voulait se rapprocher d'elle. Même si Linda vivait à la Grenade, elle s'appelait très souvent. On l'appelait tout le temps. On discutait avec elle, on se confiait à elle. Elle aimait sa mère. Nixiane s'en sortait très bien. Elle était très bonne à l'école. Elle a intégré l'université pour étudier le tourisme. Puis elle a commencé à travailler pour une association caritative, je crois. Elle faisait des tâches administratives, elle répondait au téléphone, elle s'occupait des gens.
Je me souviens de ce jour où Nixiane est arrivée avec un grand sourire. Je lui ai demandé pourquoi tu es si joyeuse. Elle m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet. Sur Internet, c'est pas très prudent. Elle m'a dit, oh non, il est très gentil. Et on ne fait que discuter pour l'instant. Je lui ai dit, je veux pas être rabat-joie, mais fais attention. Elle n'était pas du genre à parler de petite amie, donc pour moi, c'était une bonne chose qu'elle me dise qu'elle avait rencontré quelqu'un. Ils ont commencé à se fréquenter en 2008. Il était agent pénitentiaire à l'époque. Elle était rayonnante. Elle parlait de la couleur de ses yeux, de sa taille. Et il était vraiment charmant. Quand il se montrait en public, tout le monde se disait « Waouh, ça se voit qu'il l'aime vraiment. » Ils forment un très beau couple. Je pense qu'elle n'avait jamais rencontré personne qui l'a séduite comme lui l'a séduite. Quelques semaines plus tard, il lui a proposé d'emménager avec lui. Pour moi, c'était pas une bonne idée. Elle ne le connaissait pas assez. Mais elle était emballée, elle l'aimait. Elle sentait que quelqu'un tenait à elle. J'ai entendu parler d'Alex pour la première fois 6 mois après qu'ils aient commencé à sortir ensemble. Nixiane était vraiment très heureuse. Puis on a commencé à se parler de moins en moins. Elle est devenue un peu distante. Elle disait qu'Alex n'aimait pas qu'elle parle aux garçons. Et elle m'a expliqué qu'il vérifiait également ses messages. Donc, ça m'a un peu alerté. Et sa relation a commencé à m'inquiéter, pour tout dire. Mais Nixiane ne voulait absolument pas mêler sa famille à ça. Très vite, Kim constate les dysfonctionnements de la relation entre Alex et Nixiane. Quand j'ai rencontré Alex, quelque chose m'a dérangée. Il n'était pas du genre à dire « C'est pas vrai, c'est toi la fameuse Kim, blablabla ». Pas du tout. Pourtant, tu devrais être heureux qu'il te présente une personne à qui elle tient beaucoup. Puis quelques mois plus tard, elle est venue me voir. On a discuté et je lui ai demandé comment se passait sa vie avec Alex. Le bonheur du début avait disparu. Elle m'a donné de l'argent pour que je le mette de côté pour elle sans qu'il le sache. À ce moment-là, j'ai compris qu'il avait la main sur son argent. Il l'a appelé. « T'es où ?» Chaque fois qu'elle allait quelque part, il lui donnait un temps limité. C'est pas elle qui décidait. Alors je me suis énervée. Je me suis énervée assez fort pour qu'il m'entende et elle a essayé de me calmer parce qu'elle savait que c'était peut-être la dernière fois qu'on se voyait. Il pouvait l'empêcher de me voir. Elle était comme en cage. Mais elle ne voulait pas en parler. J'espérais qu'ils finissent par se séparer. À ma grande surprise, elle m'a annoncé une nouvelle. Nixiane m'a dit « Alex veut qu'on déménage à la Grenade. » Comment ça, Alex veut que vous déménagiez à la Grenade? Vous allez faire quoi là-bas? Il n'y a rien pour toi à la Grenade. Oh non, 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 non. Je vais voir ma mère. On va être avec la famille. Je lui ai dit, tu penses vraiment que ça va se passer comme ça? Il va être encore plus autoritaire. Elle m'a répondu, non, Kim, ça se passera pas comme ça. Puis elle m'a dit qu'Alex avait décidé de partir à la Grenade avant elle. J'ai pensé qu'il voulait y aller pour se faire bien voir auprès de ma famille et se faire passer pour un garçon gentil et honnête. Kim se faisait des illusions. Si j'étais la seule à me plaindre de lui, qu'il se présentait lui-même au reste de la famille et que eux le voyaient comme une personne aimante, tout le monde allait penser que j'avais un problème. Alors je les ai appelés. Je leur ai dit, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne le connaissez pas. Il n'est pas celui qu'il semble être. Mais comme disait Linda, c'est Nixiane qui décidait. Elle était adulte. On ne pouvait pas lui dire quoi faire. Je l'ai supplié de ne pas y aller. En 2009, elle est partie à la Grenade parce que c'est ce qu'il lui avait dit de faire. Il lui a dit que leur vie serait meilleure là-bas. Le corps a été retrouvé sur un terrain qui appartient aux grands-parents d'un adolescent de Mount Moritz.
Je m'appelle Stacy McQueen et je suis la sœur de Nixian. Elle avait 12 ans de plus que moi. J'ai pas vraiment grandi avec elle. Je l'ai connue assez tard dans ma vie. On se parlait surtout au téléphone et c'était une personne adorable. Vous pouviez lui demander n'importe quoi, lui parler de tout, elle vous soutenait toujours. C'était un ange. J'ai rencontré Alex en 2009. Je suis allée le chercher à l'aéroport avec mon père. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, un homme blanc, grand et beau. Il ne connaissait personne ici. Alors comme je suis la petite sœur et que c'était le petit ami de ma sœur, j'ai fait en sorte que tout se passe au mieux pour lui. Lui et moi étions très proches. Il aimait apprendre et je lui ai enseigné beaucoup de choses sur notre culture. J'avais une très bonne relation avec lui et ma mère le traitait comme un fils. Elle se levait, lui préparait le petit déjeuner. Elle était toujours là pour lui. On l'appréciait beaucoup, il était toujours charmant. Un mois plus tard, Nixian rejoint Alex à la Grenade. Ils emménagent chez Linda, la mère de Nixian, où Nixian voit sa sœur Stacy pour la première fois. Elle arrivait d'Angleterre. Je l'attendais sous la véranda. Elle était toute mince, toute petite, toute fine. Je m'y attendais pas. Je pensais qu'elle était plus grande que moi. Elle s'est avancée vers moi et elle m'a dit « petite sœur » et on s'est enlacés. Elle m'a embrassée sur le front. C'était naturel. En Angleterre, Kim est terrifiée par l'emprise qu'exerce Alex sur Nixian et sa famille. Je pense que ma famille croyait que ce que je leur avais dit sur lui n'était peut-être pas totalement vrai. Il avait déjà mis son plan à exécution pour faire croire que tout était dans ma tête. Ils l'ont accepté. Ils n'ont pas regardé ses origines ni sa couleur de peau. Il avait un très bon poste à la Grenade. C'était un agent de sécurité armé et il fallait très bien présenter pour obtenir un emploi supérieur à celui des autres grenadiens. Quand on le regarde, on ne voit pas le mal. Mais moi, je vois les choses telles qu'elles sont. Je voyais clair dans son jeu. Il a donc fallu que je joue les détectives pour découvrir la vérité. Kim se tourne vers les amis de Nixian au Royaume-Uni pour tenter d'en savoir plus sur sa relation avec Alex. Quand on voyait une marque sur elle et qu'on lui demandait ce que c'était, elle ne disait jamais que c'était lui qui lui avait fait ça. Mais j'ai demandé à un de ses amis proches avant de tirer mes conclusions. Nixian et Alex ont emménagé ensemble assez rapidement. C'est là qu'ont commencé les violences physiques. Elle s'est retrouvée avec un œil au beurre noir. Elle ne voulait pas trop en parler, ni entrer dans les détails. Mais il l'a frappée jusqu'au sang. On voulait appeler la police, mais Nixian ne voulait pas qu'elle intervienne. Elle se réfugiait chez ma sœur. Puis il revenait, il s'excusait, lui offrait des fleurs, et elle retombait dans ses bras. C'était dur, parce qu'il avait une telle emprise sur elle qu'elle était convaincue qu'elle ne s'en sortirait pas sans lui. J'ai commencé à m'énerver. J'avais raison depuis tout ce temps. J'ai discuté avec Nixian au téléphone. Elle n'arrêtait pas de répéter « Non, il a changé. » Très bien. On ne savait rien parce qu'elle le défendait toujours. Il l'avait complètement manipulé. J'ai même appelé Linda. Et je leur ai tout raconté. Mais parfois, les gens n'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas de preuves tangibles. C'est là tout le problème. Ils n'ont pas envie d'y croire. Malgré les avertissements de Kim depuis le Royaume-Uni, à la Grenade, la famille célèbre l'annonce des fiançailles d'Alex et Nixian. Ils se marient le 17 juin 2009. Le mariage s'est déroulé en présence de quelques amis et de la famille. Mon oncle a présidé la cérémonie.
Puis on est rentré à la maison, on a mangé et tout le monde était très heureux qu'il se soit marié. Et d'ailleurs, je lui disais souvent, « T'as toujours l'air joyeuse. » À ma grande surprise, personne ne m'a parlé du mariage. Ça m'a brisé le cœur. J'étais effondrée. Je lui ai dit de ne plus jamais me parler. Pour moi, le mariage, c'est très important. Elle n'allait plus pouvoir partir. À l'époque, les gens pensaient sûrement qu'elle l'avait fait pour une bonne raison. Mais lui, il l'a juste fait pour obtenir la citoyenneté grenadienne. Peu de temps après le mariage, l'image parfaite d'Alex commence à se fissurer. Ils avaient l'air très heureux. Et même s'ils ne l'étaient pas, Nixiane le cachait très bien. On ne voyait pas que ça n'allait pas. Mais au fil du temps, j'ai découvert qui il était et j'ai vu certaines choses se produire sous mes yeux. Après les avoir entendus se disputer et se battre, Stacy part chercher sa sœur Nixiane. Elle était dehors, dans une souche d'arbre, en train de chercher quelque chose. Je lui ai demandé, « Tu cherches quoi? Il y a plein d'épines. » Elle m'a dit, « J'ai perdu un truc. » J'ai dit, « Je vais t'aider. » Elle m'a répondu, « Non, t'es déjà habillée pour l'église. » Lui était assis sur la table et je lui ai demandé, « Pourquoi tu l'aides pas ?» Elle a répondu, « Non, c'est bon. » Mais je voyais bien qu'elle était triste. Alex avait en fait jeté un truc dehors et il l'avait envoyé le chercher. On a découvert qu'il maltraitait Nixiane et on a commencé à se disputer avec lui et à nous mêler de leur relation. La tension devenant de plus en plus palpable au domicile de Linda, Alex décide de déménager avec Nixiane à Caliste, à Saint-Georges, à 38 km de là, pour l'isoler de sa famille. En 2011, ils annoncent qu'ils attendent un enfant. Quand Nixiane est tombée enceinte, elle était très heureuse parce qu'elle était très attachée à la famille et elle avait maintenant la chance de pouvoir fonder la sienne. La boucle était bouclée. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'étais heureuse parce que moi aussi j'étais enceinte. Elle m'a même parlé de lui en bien. Elle m'a dit qu'il s'occupait d'elle comme un mari devait le faire avec sa femme. Elle est même allée jusqu'à me dire « Il a changé depuis que je suis enceinte. » Je lui ai dit « Vraiment ?» Elle m'a dit « Oui, je t'assure. » Donc je me suis calmée un peu pour qu'on redevienne Kim et Nixiane parce qu'elle m'a assuré qu'il avait changé. Mais 2 ans après la naissance de l'enfant, des amis qui vivent près d'Alex et Nixiane racontent à la famille des histoires troublantes sur Alex. Le voisin se plaignait de leur dispute et quand il la voyait, elle n'avait pas l'air bien. Elle avait l'air malheureuse. Ses bleus étaient clairement visibles. C'était plus un secret pour personne. Ce type la maltraitait. Mais ça n'incitait personne à prendre son téléphone et à appeler la police. Le problème à la Grenade, c'est l'éducation. Si vous êtes éduqué à rester là, à regarder l'homme battre sa femme, vous ne direz jamais rien. Le lundi 16 juin 2014, c'est la dernière fois que j'ai eu Nixiane au téléphone. On a eu une vraie conversation. Elle m'a dit qu'elle avait décidé de quitter Alex. Nixiane avait découvert qu'il la trompait. Parce qu'elle m'a dit, « Tu sais, il a une copine. » Pardon? Elle avait enfin compris. Vous vous en rendez forcément compte quand quelqu'un vient chez vous à une certaine heure de la nuit, dort dans votre lit, ce qui vous oblige à dormir dans le salon. Donc, c'était trop. Je pense qu'elle a atteint ses limites et qu'elle s'est dit, « Vous savez quoi? Je mérite d'être traitée comme une femme devrait l'être. » Nixiane m'a dit qu'Alex et elle avaient parlé de séparation. Il était d'accord. Et elle m'a dit, « Il faut que je te parle de quelque chose quand j'irai voir maman demain. »
Je lui ai dit « Ok, dis-moi ». Elle a dit « Non, je t'en parlerai une fois chez maman ». Mais le soir même, je dis bien le soir même, je lui ai envoyé un message en lui disant que j'avais peur que ce soit trop beau pour être vrai. Je me souviens lui avoir dit « Je sens, ça a été mon dernier message, je sens qu'il va s'en prendre à toi, il va te faire du mal. » J'avais hâte que le mardi 17 arrive pour que Nixian aille rendre visite à sa mère Linda et pour qu'elle me dise enfin ce qu'elle voulait me dire. Elle était censée arriver chez Linda avant midi, le 17 juin. Elle aurait dû terminer son travail, rentrer chez elle, se changer, récupérer sa fille et aller voir sa mère. C'était ça le programme. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Quelque chose n'allait pas. J'ai même appelé Linda ce jour-là. Comment ça se fait qu'elle ne soit pas chez toi? Linda m'a dit, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle n'est pas encore là, ça ne lui ressemble pas. Je vais l'appeler. Elle n'arrivait pas à la joindre. Elle a continué d'appeler. Ça ne répondait pas. Et c'est là qu'elle a compris que quelque chose n'allait pas. C'était pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne répond pas? J'ai envoyé des messages et je voyais qu'ils étaient lus. Alex ne répondait pas non plus au téléphone à ce moment-là. Le connaissant, on s'est dit qu'il lui avait peut-être interdit de venir. Linda a rappelé Alex. Il a dit à Linda que Nixian aurait déjà dû être là. Alex affirme que Nixian a quitté la maison à l'heure, vers 10 h du matin. Le trajet en bus pour aller chez sa mère dure 1 heure, s'il n'y a pas de retard. Je me suis dit qu'il fallait lui laisser du temps. Mais il était de plus en plus tard. Où était-elle? Ce n'est qu'un trajet en bus. C'est pas comme en Angleterre, où il faut prendre des trains, des bus et tout le reste. Il n'y a qu'un bus, c'est tout. Kim essaye constamment de la joindre et elle appelle des amis de Nixian qu'elle connaît pour savoir s'ils ont de ses nouvelles. Elle leur dit qu'elle s'inquiète pour elle. Les heures passaient. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ok. Où était-elle? J'envoyais des messages et parfois il fouillait son téléphone. Il savait que je savais qu'il était capable de lui faire du mal. J'étais très inquiète. Mais... Plusieurs heures se sont écoulées et Nixian reste introuvable. Linda décide donc d'agir et de faire le trajet d'1 heure pour interroger Alex à leur domicile. Ma mère a dit qu'elle avait un pressentiment et elle a décidé d'aller voir par elle-même. À l'arrivée de Linda, Alex s'en tient à sa version et refuse même de la laisser entrer. Alex a dit à ma mère, qu'il appelait également maman, qu'il n'avait aucune nouvelle d'elle. Et qu'elle avait dû partir. Elle s'est enfuie. C'est ce qu'il a dit. L'histoire d'Alex sonne faux. Craignant pour la sécurité de sa fille, Linda prend la décision la plus logique. Je crois qu'elle est allée au poste de police le soir même. Elle leur a expliqué la situation et ils lui ont dit qu'elle avait sûrement décidé de disparaître, qu'elle était adulte. Elle n'avait disparu que depuis 1 jour, donc il fallait attendre. Mais ma mère étant très directe, elle leur a dit qu'elle ne quitterait pas le poste tant qu'ils ne l'aideraient pas. Elle a dit qu'elle les saoulerait de paroles toute la nuit s'il le fallait, donc il valait mieux que quelqu'un vienne avec elle. Alors l'un des policiers l'a accompagnée jusqu'à leur domicile. Mais quand le policier et Linda arrivent sur place, Alex a disparu. La babysitter était dans la maison et Nixian n'était pas là. La babysitter avait l'air très mal à l'aise. Ma mère a dit « J'espère que vous ne lui avez rien fait. J'espère que vous ne lui avez pas fait de mal. » Puis la police a emmené la babysitter et ma nièce au poste. Au poste de police, la jeune femme indique aux agents qu'elle n'a pas vu Nixian ce jour-là.
Alex l'a appelé pour garder leur fille et il est sorti avec sa petite amie, mais il n'est pas revenu. Tout ça, c'est plus qu'alarmant. Elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas allée chez sa mère. On n'a aucune trace d'elle. C'était très inquiétant. Pourquoi aurait-elle laissé sa fille? La police informe Linda qu'elle ne pourra signaler la disparition de Nixian qu'au bout de 48 heures. Et le souhait d'obtenir des réponses gagne la famille et les amis de Nixian au Royaume-Uni. J'étais très inquiet pour sa sécurité aux côtés d'Alex, puisque j'ai été moi-même témoin de la violence qu'il infligeait à Nixian. La principale intermédiaire, c'était Kim. C'est elle qui nous transmettait les infos. J'ai publié une photo d'elle sur Facebook. J'essayais de jouer les détectives. Personne disparue, l'avez-vous vu? Mais les gens sont cruels sur les réseaux sociaux. Ils disaient qu'elle était partie avec un homme. Quand la police s'est rendue à leur domicile, elle n'y était pas. Toutes ses affaires avaient disparu. Donc on aurait dit qu'elle s'était enfuie. Je sais que c'est pas le genre à faire ça. Fuir pour aller où? La Grenade fait 315 km². La police a un avis et moi je pense l'inverse. C'est plus compliqué que ça ne paraît. J'appelle la police de la Grenade. Je leur dis, c'est Kim, la cousine de Nixian. J'appelle depuis l'Angleterre. Ne me dites pas que vous n'arrivez pas à la retrouver. Je sais que ça ne fait pas 24 heures, mais c'est une île. Quand vous allez d'un point A à un point B, quelqu'un vous voit forcément. Quelqu'un doit savoir. J'ai un peu fait pression sur la police. Je pense qu'ils ne prenaient pas l'affaire très au sérieux, parce que c'est la Grenade. Les femmes se plaignent de leur mari ou de leur petite amie, et les deux finissent par se remettre ensemble. Donc pour eux, c'était peut-être le même scénario. Malgré l'insistance de Kim, la police n'a toujours pas signalé la disparition de Nixian. Bonjour, je m'appelle Mikey Hutchinson. Je suis l'un des journalistes qui a couvert l'affaire Nixian Donsclack. Cette histoire a fait beaucoup parler à l'époque, parce qu'on vit dans un endroit très sûr. Des délits sont commis ici et là, mais aucun de cette nature. J'ai discuté avec quelqu'un de l'entourage de Nixian. Et cette personne, qui était proche d'elle, m'a donné un aperçu de la relation qu'elle avait avec son mari. Elle m'a dit qu'ils pensaient tous qu'elle était victime de violences de la part de son époux et qu'elle avait découvert que son mari avait une liaison extra-conjugale. Donc beaucoup le pointaient du doigt. Il lui avait peut-être fait quelque chose. Pourquoi personne n'arrivait à la joindre? Pourquoi personne n'arrivait à le joindre? La conclusion, c'est qu'il se cachait quelque part. Où exactement? Personne ne le savait. On est un petit pays, tout le monde se connaît. Et on ne peut pas faire autrement que de compatir avec la famille et se mettre à leur place. On est déjà le 18. La nuit tombe. Les gens qui aiment Nixian forment une petite équipe pour aller la chercher. La chercher n'importe où, mais la chercher. Pour moi, c'était une torture. Les amis et la famille de Nixian arpentent l'île à la recherche de la moindre trace d'elle. Tout le monde la recherchait. Plusieurs équipes fouillaient différents endroits. Je me disais qu'il l'avait peut-être enfermée pour l'empêcher de venir. Il l'avait sûrement menacée. Je voulais vérifier de ce côté et ma mère a refusé. J'étais complètement perdue. On a recherché Nixian dans les environs proches de leur maison, à Caliste. La population de Caliste est très dense.
Donc, il est difficile de se débarrasser d'un corps dans cette zone. Mais on a quand même fouillé, par acquis de conscience. On a fouillé une zone appelée Quarantine Point, parce que c'est un emplacement très accessible, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut cacher un corps dans ce coin-là. C'est proche de la mer, donc les gens se disaient que pour se débarrasser d'un corps, c'était sûrement l'endroit idéal. Je faisais partie de l'équipe de recherche. On est allé à Quarantine Point. J'espérais toujours qu'on ne retrouve pas son corps, mais qu'on la retrouve vivante. Je marchais avec une bouteille d'eau à la main. Je me disais que si on la retrouvait, elle serait peut-être seulement déshydratée. Ils ont inspecté toute la plage. Puis je me souviens que quelqu'un a dit « On a trouvé quelque chose ». Une découverte est faite sur la plage. La famille de Nixian Downs-Clark est dans l'angoisse de savoir si elle leur apportera des réponses. Je me suis effondrée et j'ai dit « Seigneur, j'espère que c'est pas elle ». Et ce n'était pas elle. C'était seulement des trucs enterrés dans le sable. J'étais vraiment désespérée parce que la nuit tombait, elle n'était pas là, on avait cherché partout et la police voulait qu'on rentre. 48 heures se sont écoulées depuis la disparition de Nixian. Et même si la police la recherche maintenant activement, il n'y a toujours aucune trace de la jeune femme de 27 ans ou de son mari. J'étais en contact avec Linda et avec la police. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils parlent à Alex. Je leur ai dit, le coupable est juste devant vous. En ignorant les appels, Alex avait l'air coupable. Votre cœur se met à battre de plus en plus vite, parce que la vérité commence à s'imposer petit à petit. Je crois que la police est allée chez eux et ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne répondaient pas au numéro auquel ils l'appelaient. Ce type continuait à se taire. Il ne répondait pas à la police. Il se cachait. Malgré l'intervention de la police, toujours aucune trace de Nixian et d'Alex. Puis quelque chose de surprenant se produit. Alex est arrivé au poste de police. Tout le monde était sous le choc. Il était prêt à coopérer, uniquement pour ne pas être soupçonné de quoi que ce soit. Il menait la police en bateau. Il disait, je sais pas, elle a quitté la maison, elle devait aller chez sa mère, elle a peut-être quelqu'un d'autre. C'est l'impression qu'il a donnée. Il leur a assuré qu'il ne savait pas où elle se trouvait. Et il s'en est toujours tenu à cette version. Il ne savait pas. Les enquêteurs ont été très tenaces face à Alex. Ils l'ont accusé. Ils lui ont fait part des raisons pour lesquelles ils pensaient qu'il était responsable de sa mort. Et après avoir nié pendant très longtemps, ils ont réussi à lui soutirer des aveux. Enfin, ça a constitué une très grande avancée dans cette affaire. Alex avoue que le matin du 17 juin, Nixian l'a mis face à sa liaison et a voulu le quitter. Une bagarre s'en est suivie et il l'a tué avant de se débarrasser de son corps. Tout le monde a été très touché en apprenant la nouvelle. On est face à une jeune femme qui a consacré sa vie à un homme qui, le jour de leur 5e anniversaire de mariage, l'a tué. Non seulement il l'a tué, mais il l'a fait de la manière la plus horrible qui soit, en présence de leur fille de 2 ans. Ça s'est su très rapidement. Vous pouvez imaginer ce que les gens ont ressenti. 24 heures après s'être rendu aux autorités et être passé aux aveux la veille au soir, Alex accepte de montrer à la police l'endroit où il a enterré Nixian. La police
est arrivé à une maison à Mount Moritz. Et je crois que cette maison avait un lien avec la jeune femme avec qui Alex avait une relation extra-conjugale. On a vu Alex se faire escorter par la police. Puis les pompes funèbres sont arrivées sur les lieux. Et la police nous a dit que le corps avait été retrouvé dans une valise à peine enterrée. Certaines parties de son corps avaient été découpées pour qu'elle puisse entrer dans la valise. Personne n'est prêt à entendre une triste nouvelle comme celle-ci. Personne. J'arrivais pas à l'accepter. C'était dur. C'était très, très dur. Le monde s'est arrêté de tourner. Et j'avais le cœur tellement lourd, tellement serré. Et j'étais tellement bouleversée que j'ai fait une crise d'asthme et une crise de panique. Et c'est le dernier souvenir que j'ai de cette soirée. Je me suis réveillée à l'hôpital. Quand j'ai appris que c'était Alex qui l'avait tué, je me suis repassé toute l'histoire depuis le début. Quand elle nous a parlé de l'emprise qu'il avait sur elle, et on a vu ses yeux au bord noir, on a été témoin des violences, et voilà le résultat. Quand je l'ai appris, je me suis effondré. Vous avez un mouchoir? Le 14 juillet, Kim se rend à la Grenade. Après avoir assisté à l'enterrement de Nixian, elle contacte Alex qui accepte un parloir avec elle. Le fait d'aller voir Alex en prison, c'était très personnel. J'avais besoin de savoir. Je ne voulais pas l'entendre de Linda ni de la police. Je voulais l'entendre de sa propre bouche. Il devait me le dire parce que j'avais besoin de réponses. Mais encore une fois, il faut faire très attention à ce qu'on demande parce qu'après on doit vivre avec. Quand j'y suis allée, je l'ai regardé et j'ai dit « Je veux juste savoir pourquoi ». Il a dit « Kim, quand je suis allée la chercher, on est rentré à la maison et on s'est disputé. Puis je l'ai frappé au visage. Je l'ai frappé à la mâchoire. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui m'a pris. J'arrivais pas à m'arrêter. Il m'a dit qu'il savait pas ce qui s'était passé ensuite. D'un coup, il l'a étranglée et il l'a tuée. Je lui ai demandé où était la petite. Elle était là. Ça me ronge de l'intérieur. Cet enfant a vu ce qui est arrivé à sa mère. Bon sang. Alex raconte à Kim qu'après avoir nettoyé la maison et fait venir la babysitter pour s'occuper de leur fille, il a emporté le corps de Nixian dans sa voiture et a fait le tour de l'île pour trouver un endroit où l'enterrer. Dieu seul sait pourquoi il m'a donné les détails. Et je ne sais pas si j'ai bien fait de lui demander pourquoi il avait fait ça. Je pense qu'il avait besoin de se libérer. J'ai eu le fin mot de l'histoire. Après avoir avoué le meurtre de Nixian, Alex surprend tout le monde lors de son procès en novembre 2015. Il est blessé et il affirme que ses blessures lui ont été infligées lors de sa garde à vue, et ce, dans l'unique but de lui soutirer des aveux. J'étais furieuse quand il a plaidé non coupable. J'ai dit... Je lui ai souhaité le pire. Il était coupable de chacun de ses actes. Après un long procès, Alex est reconnu coupable et condamné le 1er février 2016.
Le juge a envoyé un message fort aux personnes reconnues coupables de meurtre à la suite de violences domestiques. Alexander Robert Clack, 34 ans, a été condamné à 70 ans de prison. Cela signifie que s'il survit à sa peine, il sera libéré en 2083. C'est une longue peine. Mais est-ce qu'il devrait avoir le droit de sortir? Et de se mettre avec une autre femme? Non, parce qu'on ne sait pas ce qu'il pourrait lui faire. C'est un adulte, il a creusé sa tombe, qu'il reste dedans. Je suis contente. Et j'espère qu'il n'aura jamais la possibilité de sortir de prison. C'est tout ce qu'il mérite. Ou même pire. Le juge a dit « J'espère que cette affaire servira d'exemple et incitera les victimes de violences conjugales à se manifester et à raconter ce qui leur arrive. » Pour moi, ça montre bien que les victimes de violences conjugales ne se confient pas assez. Ce genre de choses se produit partout dans les Caraïbes. Donc, j'espère vraiment que ce qui s'est passé n'est pas arrivé pour rien. L'amour ne fait pas mal. C'est très simple. Si vous souffrez, vous devez partir, avoir le courage de dire « Non, je vaux mieux que ça. Je vaux bien mieux que ça. »